Donc les coups sur la tête, vous inquiétez pas, je sais que vous avez un match de foot ce soir. Moi, c'est surtout chez les joueurs professionnels, donc ça touche pas trop les amateurs. Alors, et voilà, ça marche. Donc moi, je vais vous parler d'imagerie. Effectivement, je remercie l'oratrice précédente parce que c'est toujours difficile de faire un topo en neurologie si on montre pas d'image. Et il n'y a pas eu une seule image pendant tout le topo. C'est super sympa. C'est super sympa. Alors moi, je vais vous faire des cas cliniques, mais pas uniquement. Et en fait, le but, c'est que vous repartiez avec des idées assez claires sur l'imagerie parce que c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de cas cliniques dans la littérature, etc. Et donc, je vais essayer de vous montrer les formes les plus typiques et on va terminer avec quelques cas cliniques du service. Donc, le premier, c'est une patiente de 63 ans présentant depuis une semaine des troubles sensitifs de l'hémicorps gauche respectant la face de niveau C5, un déficit moteur du membre supérieur gauche associé à un syndrome cérébelleux. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc, on a déjà un hypersignal T2 extrêmement étendu. Et vous voyez que il est très surprenant parce qu'il remonte au niveau de la fosse cérébrale postérieure, en particulier au niveau du bulbe. Et je ne sais pas si vous le voyez sur les images. Le T2, il y a des zones qui sont plus blanches en T2, qui sont proches un peu du signal du LCR. Mais en fait, je préfère avec ça parce que j'ai peur que ça passe. Et quand on regarde... Ah, mais vous voyez pas ma souris, en fait. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, je vais prendre le pointeur, alors. Et quand on regarde sur les coupes axiales, vous voyez que c'est un peu hétérogène avec des zones qui sont un peu très hyper T2, très proches du signal du LCR. Et puis, quand on fait des explorations comme ça, nous, ce qu'on fait, on fait d'emblée le crâne plus moelle. Et vous voyez que les seules images qu'on a sur l'encéphale, on a des hypersignaux flares à la partie postérieure du bulbe avec des petites prises de contraste. Donc, je pense que vous avez tous deviné le diagnostic. C'est bien une NMO. Et donc, comme ça a été dit, c'est une astrocytopathie. Et donc, ce côté-là de lésions hétérogènes très en hypersignal T2, c'est ce qu'on appelle les lésions en bright spotty. Donc ça, c'est un truc à connaître. Hein. C'est des lésions qui sont plutôt donc centromédulaires. Elles sont étendues, donc ça a été dit. Plus de 3 segments sagittalement, plus de l'hémimoelle sur les coupes axiales. Et elles prédominent dans la moelle cervicale haute et puis au niveau de la jonction bulbomédulaire. Les prises de contraste, elles sont souvent hétérogènes, mais elles peuvent être également linéaires. Et puis, l'évolution est souvent assez parlante, et ça colle avec la clinique de vos patients. C'est des moelles qui vont s'atrophier, et puis on a souvent un élargissement du canal de l'épendyle, alors que chez l'adulte, on ne devrait pas le voir. Le deuxième élément du tableau, c'est effectivement les nerfs optiques, avec à la phase aiguë des nerfs qui vont être gros, qui prennent le contraste, et c'est souvent bilatéral, et c'est plutôt postérieur, avec une atteinte du chiasma. Vous verrez tout à l'heure, c'est important. Et puis, quand on arrive à la phase chronique, c'est les images que je vous ai mises là. Ça donne donc on retrouve toujours l'hypersignal. Souvent, il diminue avec le temps, mais les nerfs, en fait, ont tendance à s'atrophier. Et vous voyez que le tiers antérieur du nerf est à peu près respecté sur les images là. Alors, longtemps, on a cru que ça donnait pas d'anomalie au niveau cérébral. Et en fait, maintenant, on sait que c'est une pathologie qui donne des hypersignaux T2 et flares. Souvent, ça ressemble à rien. C'est plus de 50% des patients, mais ils ont plus d'hypersignaux que dans la population générale pour l'âge équivalent. Parfois, ils peuvent avoir des trucs qui ressemblent un peu à des lésions de sclérose en plaques. Mais après, il y a des trucs un peu plus spécifiques. Et donc, on vous a dit tout à l'heure que ça touchait les zones riches en aquaporine 4. Et donc, en fait, ça va être toutes ces régions-là, péri- et pendimères, que ça soit à l'étage sustentoriel au niveau de la région hypothalamique, mais également au niveau de la fosse cérébrale postérieure. On va avoir des atteintes qui peuvent toucher les régions périaqueducales. On peut avoir des hypersignaux des faisceaux corticospinaux. Ça, c'est assez fréquent aussi dans la NMO-SD. Et enfin, ce qui a été décrit plus récemment, c'est des grandes plages en hypersignal flair sous forme de leucodystrophie. Alors, je vais un peu insister sur la fosse post, parce que ça vous permet un peu de vous orienter. Dans la fosse post, c'est des hypersignaux qui sont plutôt mal limités et qui vont se localiser donc à la face postérieure du tronc cérébral. Ça, c'est important. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure avec le syndrome de l'area post-tréma, en particulier au niveau du bulbe. Autour de l'aqueduc, ça c'est du fait des régions riches en aquaporine 4. Et
puis, donc au niveau du plancher du V4, l'area prostéma, le tractus solitaire, le bulbe, et ce qui est important, c'est ce côté à cheval entre le bulbe et la moelle cervicale haute. Et donc là, c'est aussi un cas du cervice. Vous voyez, voilà, on voit un hypersignal T2 extrêmement étendu et puis qui remonte au niveau du tronc cérébral. Et puis vous voyez cette atteinte qui a l'air d'être très limitée à la partie postérieure du tronc. Alors les prises de contraste, nous on en a pas beaucoup, donc c'est pour ça que je vous ai mis des images de la littérature. C'est 9 à 36% des patients d'après la littérature, et ce qu'ils décrivent, c'est ces prises de contraste là, un peu en nuage, cloud-like. Nous j'en ai jamais vu, donc mais en tout cas c'est classique. Ce qui est plus classique que nous on peut avoir, c'est des prises de contraste sous-épandymères, toujours à cause de ces localisations des régions riches en aquaporine 4. Et puis nous on a eu quelques patients avec des prises de contraste leptoméningées. Et alors là, la meilleure séquence, c'est de faire du flair GADO tardif après injection, en particulier du 3D flair. Alors le corps calleux, ça va donner des hypersignaux T2 longitudinaux et hétérogènes du corps calleux. Alors à la phase aiguë, des fois ça donne un corps calleux, alors ça ne marche pas, qui est plutôt gros, mais avec un hypersignal qui est très marqué. Et puis après, ça évolue effectivement vers un hypersignal très longitudinal qui s'étend à tout le corps calleux. Alors les hypersignaux des faisceaux corticospinaux, on en reverra tout à l'heure certains cas cliniques. Et puis les fameuses leucodystrophies avec ces atteintes très étendues au niveau de la substance blanche. Alors là, j'ai un problème avec la diam. Ça, c'est quand on passe de Mac à PC. Et parfois, ça peut aller vers la nécrose de la substance blanche. Donc, on voit quand même la nécrose. Donc, c'est pas mal au sein de cette lésion. Alors, on passe à un autre cas clinique. Patient de 47 ans, tétraparésie, ataxie, vomissement, troubles sensitifs des 4 membres et de l'hémiphase gauche. Et donc là, vous avez des hypersignaux au niveau du tronc cérébral, mais vous voyez qu'ils sont un peu mal délimités. On les retrouve ici sur les coupes axiales. Et puis, on a des atteintes à l'étage sustentoriel qui font un peu CEP-like. Et puis, on a une atteinte là qui est plutôt sous-corticale. Alors, certaines des atteintes présentent une chute du coefficient de diffusion, donc qui montre que c'est des atteintes qui peuvent être quand même plutôt agressives. Et en fait, le patient a un peu bougé, donc il faut me croire sur les yeux de la foi. Il y a des petites prises de contraste en périphérie des lésions de la fosse cérébrale postérieure et qui sont plutôt en anneaux ouverts. Donc là, on est face à une mogade. Et donc, la mogade au niveau de la moelle, savoir un aspect aussi assez caractéristique. Alors, toujours ces lésions étendues, ce qui permet de les différencier de sclérose en plaques. Mais alors, ça prédomine, par contre, c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu avec les NMO. C'est plutôt moelle dorsale basse et cône. Et puis, alors, il y a un truc qui marche très bien, ça c'est un de nos patients aussi. Vous voyez, on voit trop bien le canal de l'épendym. Là, vous avez une image longitudinale en hypersignal T2 et puis qui prend un tout petit peu le contraste. On le voit pas très bien sur la projection là, mais il y a une petite prise de contraste autour de cette lésion. Ça, c'est caractéristique. Et puis, sur les coupes axiales, vous voyez que c'est des lésions qui sont centromédulaires. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit trop bien le H de la moelle. Donc ça, c'est aussi caractéristique. Et puis, vous voyez, malgré la taille de la lésion, on a toujours le canal de l'épendym au milieu qu'on devine, en fait, qui correspond à l'hypersignal T2 qu'on avait ici sur les vues sagittales. Alors, la deuxième atteinte, c'est bien sûr les nerfs optiques. Alors, ça peut être uni ou bilatéral. C'est ce qui va nous aider pour le diagnostic. Et là, contrairement à tout à l'heure, c'est plutôt des atteintes antérieures. Donc là, c'est des images que m'a donné Fabrice Bonnefil. Regardez, vous avez une atteinte très antérieure et on vous a parlé tout à l'heure de l'œdème papillaire. Et ben, en IRM, on le voit, l'œdème papillaire. Vous avez les papilles qui bombent. Et ça, on le voit très très bien sur les 3D flair GADO. Vous avez ce bombement des papilles. Et puis, on vous a dit que ça s'étendait à la gaine des nerfs, donc on les voit même plus les gaines, et puis la graisse, là c'est une saturation de graisse, normalement elle devrait être noire, vous voyez elle est cracra, elle est sale, hein. Vous avez une extension à la graisse intraorbitaire. Et on retrouve très bien cette image là sur les coupes axiales avec un gros nerf qui prend le contraste, et puis une atteinte qui est bilatérale plus ou moins symétrique. Alors, on a également des atteintes cérébrales et donc elles sont aussi différentes parce que elles sont mal délimitées. On dit elles ont un aspect pseudo-tumoral ou fluffy et donc vous voyez ça donne ces images-là parfois très très étendues. On vous a parlé des atteintes thalamiques et des noyaux gris centraux et donc c'est ça. Donc là vous avez une atteinte du thalamus
gauche. Et puis, une des autres caractéristiques, c'est les atteintes de la fosse cérébrale postérieure. Alors, j'y suis passé rapidement là. On a des atteintes des pédoncules cérébelleux moyens, ça c'est caractéristique. Et puis dans la fosse post, ça va donner des localisations à la jonction bulbopontique. Et là, c'est plutôt à la partie antérieure du bulbe, comme chez un de nos autres patients. Et là, vous voyez, par contre, c'est pas en hypersignal en diffusion, et on a plutôt une augmentation du coefficient de diffusion. Alors les prises de contraste, elles sont aussi différentes. Elles sont souvent hétérogènes et mal limitées, comme sur l'image du milieu là. Et puis les prises de contraste leptoméningées dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la QP4, ben c'est plus fréquent dans les MOGAD, et donc ça se donne ces prises de contraste. Alors ça, c'est souvent pas toute la méninge qui prend le contraste, c'est qu'une partie, et vous retrouvez ces prises de contraste, et souvent vous avez des anomalies de signal du cortex en regard. Alors, je vais essayer de tenir les temps, parce qu'on m'avait dit de laisser du temps pour la discussion après. Donc, je voudrais qu'on revoie ensemble les grands éléments IRM du diagnostic différentiel NMO, MOGAD et CEP. Et donc, pour ça, ben, on va reprendre le même plan que tout à l'heure, mais en reprenant en fait les trois pathologies. Et pour arriver ensuite au cas clinique, et c'est vous qui plancherez. Donc, pour la moelle, pardon, excusez-moi. Pour la moelle, donc, pour la sclérose en plaques, c'est plutôt des atteintes courtes sur le plan sagittal et plutôt périphériques. Et donc, on dit classiquement, c'est moins de 2 vertèbres en hauteur et moins de l'hémimoelle sur les coupes axiales. Sur les NMO, on va avoir des atteintes longues qui sont hétérogènes en T2, avec des atteintes plutôt centrales et avec ces fameuses lésions là en bright spotty qui sont donc très en hypersignal T2 avec un signal qui est proche de celui du liquide cérébrospinal. Et la MOGAD, eh ben, il va falloir rechercher l'image linéaire là sagittale avec l'atteinte axiale qui est plutôt à la partie centrale de la moelle et qui vous donne un aspect de H. Alors les nerfs optiques, alors pareil, donc MOGAD, vous allez avoir des atteintes qui sont plutôt antérieures, bilatérales et souvent avec une atteinte des papilles optiques et puis une atteinte qui s'étend au gaine et puis à la graisse intraorbitaire. AQP4, ben là on va en arrière, donc on va avoir une atteinte du chiasma et du tiers initial des nerfs optiques. Et puis la sclérose en plaques, c'est plutôt des atteintes courtes et unilatérales. Ce qui marche pas mal pour le diagnostic différentiel, c'est le corps calleux. Donc la sclérose en plaques, vous savez, c'est décrit depuis très très longtemps. On dit que c'est un aspect en crête de coque ou le fameux dot sign. Vous avez une alternance de zones où il y a rien, où il y a un hypersignal, rien, un hypersignal, etc. Alors que si on prend les NMO, on va avoir plutôt un hypersignal longitudinal et linéaire qui va suivre tout le corps calleux. Les MOGAD, par contre, ça va donner un aspect plus parlant avec des atteintes souvent pseudo-tumorales et on peut avoir une atteinte qui s'étend en fait du corps calleux, j'aimerais bien, voilà, qui va s'étendre du corps calleux vers les hémisphères cérébraux et qui peuvent être parfois prises à tort pour des lésions gliales de haut grade. Alors ce papier était intéressant là pour comparer les trois entités au niveau de la substance blanche et du cortex. Alors vous savez, le signe de la veine centrale est important dans le diagnostic initial de sclérose en plaques. On se sert de séquences de susceptibilité magnétique, donc SWI, SWAN ou autre. Et puis donc on voit la veine qui va centrer la lésion. Et donc, on dit qu'il faut au moins 40% de ces veines qui soient présentes pour porter le diagnostic. Et donc, si on compare les scléroses en plaques, si le truc veut bien marcher, c'est ce groupe-là avec NMO et MOGAD, vous voyez qu'on a beaucoup moins de signes de la veine centrale dans les deux autres entités. Pareil, pour les atteintes corticales, eh ben on en a effectivement, et surtout maintenant qu'on travaille à 3T avec des séquences plus dédiées, eh ben vous voyez que AQP4 et MOGAD, il y en a très très peu, et c'est également le cas pour les lésions de la substance blanche, bien qu'on en ait, mais on en a beaucoup moins que dans la sclérose en plaques par rapport, on en a beaucoup plus dans la sclérose en plaques par rapport au MOGAD et au NMO.
Les prises de contraste, eh ben ça on l'a vu, elles sont différentes. Donc dans les MOGAD, c'est des prises de contraste qui peuvent être mal délimitées, donc plutôt patchy avec ces prises de contraste leptoméningées. Dans la QP4, eh ben c'est ces fameuses régions sous-épandymères qui prennent le contraste, et parfois on a ces prises de contraste un peu en nuage. Et puis la CEP, en fonction de l'ancienneté de la lésion et du délai entre l'injection et le moment où on acquiert le T1 GADO, on peut avoir des anneaux souvent ouverts ou des images nodulaires. Alors j'ai trouvé un seul papier sur IRM et patients double séronégatifs, parce que la question c'est de savoir est-ce que il y a un lien entre l'imagerie et puis les données des anticorps, et il semblerait qu'il y ait plus d'atteintes cérébrales, 80% des patients, avec plutôt des lésions pseudo-tumorales et avec des atteintes plus étendues des nerfs optiques. Mais en fait c'est sur une assez petite série de patients. Alors je voulais finir sur des cas cliniques. Alors, patient de 29 ans présentant une orbe gauche sévère. Donc, effectivement, on a un hypersignal T2 des deux nerfs optiques, mais là, pareil, vous voyez que la graisse est quand même un peu sale. Vous avez une prise de contraste... là, c'est en flair. Vous avez un hypersignal flair bilatéral avec une prise de contraste qui va s'étendre à la gaine, mais également donc à la graisse périorbitaire. On retrouve les mêmes aspects sur les coupes axiales. Et puis en diffusion, vous voyez que c'est en hypersignal avec un ADC qui est plutôt diminué. Donc, je pense que vous avez tous deviné, c'est une MOGAD. Ensuite, ça c'était un dossier qui nous avait posé plus de soucis, une patiente de 34 ans présentant une hypertension intracrânienne avec une première IRM. Alors, elle n'a pas eu de bol parce qu'elle est arrivée la même semaine où on a perdu une patiente avec un Hearst. Et donc, ça avait un peu refroidi les neurochirurgiens. Et donc, eux partaient sur un gliome de haut grade. Donc, mais ils nous ont pas montré les images avant de l'opérer. Et donc, vous voyez, vous avez une lésion très en hyposignal T1 avec en flair. Donc, ça, c'est un flair après GADO. Vous avez la prise de contraste périphérique qu'on voit sur le T1 GADO qu'on retrouve sur le flair. Mais vous voyez qu'il y a des zones où l'anneau est ouvert. Et puis, par rapport à la taille de la lésion, il y a assez peu d'effet de masse sur les structures adjacentes. Par contre, ça, c'est la perfusion. Vous voyez que la lésion ne présente pas un PET de néoangiogénèse, et la diffusion, par contre, vous avez quand même des zones où on a une chute du coefficient de diffusion, et on voit encore mieux sur la reconstruction coronale le caractère en anneau ouvert. Donc en fait, ça c'était une NMO, mais c'est vrai que là-dessus, bon, ça faisait inflammatoire pseudo-tumoral, donc c'était peut-être pas la peine de l'opérer, mais en tous les cas, dire que c'était NMO, c'était compliqué. Et en fait, c'est bien sûr le dosage des anticorps et le suivi, ça c'est 2 ans après. 2 ans après, elle revient et elle présente une orbe droite. Donc effectivement, on a un hypersignal du nerf optique droit avec une prise de contraste, c'est un peu dégueulasse parce qu'elle a un peu bougé, et une diplopie, une dysarthrie en rapport avec probablement avec cette lésion du tronc cérébral. Et puis 1 an après, elle refait un épisode avec une dysarthrie, cette fois-ci accompagnée de vertiges. Et donc là, vous voyez des images encore plus typiques avec ces atteintes autour du V4, autour de l'aqueduc de Sylvius, et puis on voit l'atteinte là du pédoncule cérébelleux supérieure, avec des prises de contraste qui sont quand même très surprenantes. Elles sont un peu annulaires et pour certaines nodulaires. Et donc c'était une NMO à QP4-. Là, c'est une patiente de 36 ans présentant des vomissements, un hoquet, une tétraparésie, donc toujours un hypersignal T2 extrêmement étendu dans la moelle épinière, avec des zones hétérogènes qui sont très en hypersignal T2 proche du LCR. Et puis vous voyez qu'on a un hypersignal très fin là sous épandymère avec des petites prises de contraste. Et puis on a un hypersignal à la partie postérieure du bulbe avec une seule unique petite prise de contraste. Donc là pareil, je pense que vous avez trouvé, c'était une NMO et qui était AQP4+. Patient de 48 ans présentant une tétraparésie d'installation progressive. Donc voilà, une atteinte qui est à cheval entre la moelle cervicale haute et la fosse cérébrale postérieure, avec des prises de contraste un peu hétérogènes, et ce côté pour certaines un peu plus en hypersignal T2, et une atteinte unique au niveau cérébral périaqueducal. Donc pareil, donc c'était une NMO.
Et je crois que j'ai encore un peu de temps. Et patient de 26 ans présentant une rétention aiguë d'urine et des paresthésies des pieds depuis 24 heures. Et là, vous avez un hypersignal T2 intramédulaire, si le truc veut bien marcher. J'y arrive pas. En fait, vous avez une image un peu longitudinale dans la moelle épinière. Donc, ça, c'est typique d'une MOGAD. Et on va faire un peu de pédiatrie avec une patiente de 11 ans, baisse de l'acuité visuelle bilatérale avec œdème papillaire et mydriase évoluant depuis une semaine. Malheureusement, l'IRM avait été mal techniqué par nos collègues radiopédiatres. Et sur le flair, en fait, on devine un hypersignal des nerfs optiques avec une prise de contraste. Ils ont pas saturé la graisse sur le T1 GADO. Par contre, sur la diffusion, vous avez cette atteinte en hypersignal du nerf optique avec une chute du coefficient de diffusion. Ils ont fait des coraux T2 STIR. On voit l'hypersignal des nerfs optiques des deux côtés. Et puis plutôt une atteinte antérieure. Alors il n'y a pas les papilles, elles bombent pas énormément. Et donc c'était effectivement une MOGAD. Et 2 dossiers pour finir. Celui-là, parfois, vous voyez qu'il n'y a rien de typique. Donc là, c'était un patient de 37 ans présentant une tétraparésie. Donc on a des atteintes qui sont très CEP-like, c'est ce que je vous disais initialement. On a des atteintes des nerfs optiques qui sont extrêmement étendues, qui sont plutôt antérieures, avec par contre au niveau de la moelle épinière, c'est des atteintes plutôt courtes, donc également un peu CEP-like. Et par contre, ce qui nous a surpris, c'était la visualisation des faisceaux cortico-spinaux des deux côtés. Alors il faut faire attention. En fonction des machines, nous par exemple, on a 5 machines dans le service et on travaille aussi à l'hôpital civil où il y a 3 machines et il y a une des machines de l'hôpital civil où on voit toujours les faisceaux cortico-spinaux. Donc il faut pas prendre ça à tort pour quelque chose de pathologique, mais là c'était dans le service et effectivement c'était une NMO qui était AQP4+. Et le dernier dossier, c'est celui-là. C'est aussi alors c'est un ado, on peut plus parler d'enfant. C'est un dossier un peu plus particulier. Vous voyez qu'on a des hypersignaux plutôt suspendus, disons de petite taille au niveau de la moelle épinière. Et par contre là, je vous ai mis une coupe latérale pour vous montrer les prises de contraste radiculaires, bilatérales. Et là, je vous ai fait des reconstructions aussi en coronale avec des hypersignaux qui font un peu CEP-like au niveau cérébral. Et en fait, effectivement, j'ai trouvé un papier qui rapporte des images un peu similaires dans la littérature et c'était une MOGAD. Et le dernier patient, la dernière patiente, c'est celle-là, c'est une dame de 61 ans présentant une paraparésie brutale avec une atteinte extrêmement étendue au niveau de la moelle épinière, avec des prises de contraste mal délimitées. Et en fait, vous voyez, elle a une atteinte du faisceau cortico-spinal droit. Par contre, elle a des atteintes cortico-sous-corticales avec des prises de contraste leptoméningées. Comme je vous le disais, on les voit beaucoup mieux sur le flair après GADO que sur le T1 après GADO. Et en fait, c'était une NMO. Et donc, je vais finir avec cette slide-là de take-home message. Donc, NMO, c'est des atteintes bilatérales plutôt postérieures des nerfs optiques, avec la moelle plutôt des atteintes étendues, avec une grosse moelle et plutôt haute à la jonction bulbomédulaire et avec les lésions branlette spotty. Et puis au niveau cérébral, il faut chercher ces atteintes sous-épendymères, en particulier au niveau de la fosse cérébrale postérieure, et puis des prises de contraste sous-épendymères et cloud-like. Les MOGAD, c'est plutôt, les nerfs optiques, c'est plutôt antérieur. La moelle, c'est ces images sagittales linéaires avec le signe du H, c'est plutôt la moelle basse. Et puis, au niveau du cerveau, on va parler de lésions fluffy parce qu'elles sont pseudo-tumorales. Plutôt la partie antérieure du tronc cérébral, les noyaux gris centraux, les pédoncules cérébelleux moyens. Et puis, on a plus fréquemment des prises de contraste leptoméningées. Et puis, la CEP, là, je vous apprends rien, avec des lésions plutôt courtes, unilatérales des nerfs optiques, des lésions courtes au niveau de la moelle plutôt périphérique. Et puis, les atteintes radiaires du corps calleux. Et puis, le fait d'avoir des lésions GADO+ et GADO-. Voilà, je vous remercie pour votre attention.